Bel est un aventurier bon à rien qui tombe amoureux d'une déesse, mais il est malheureusement bien trop faible pour réussir à la séduire. Cependant, tout change lorsqu'il débloque une compétence cheatée qui augmente ses statistiques chaque fois qu'il voit son coup de cœur, ce qui fait de lui le plus puissant des épéistes et rend tout le monde fou de lui. Tout a commencé lorsque les dieux sont descendus sur Terre et ont transformé les humains en leurs familiers en leur donnant un pouvoir appelé la bénédiction. Bien que ce pouvoir leur ait permis de conquérir les donjons remplis de monstres, tout le monde n'a pas eu la chance de devenir un familier, et Bel faisait partie de ces malchanceux. Cependant, une déesse de Baran nommée Estia a eu pitié de lui et l'a finalement accepté comme familier. Bel a donc décidé de devenir aventurier pour sauver toutes les personnes en difficulté qu'il rencontrerait dans le donjon, comme il l'avait promis à son défunt grand-père. Cependant, dès son tout premier jour, Bel est attaqué par un minotaure de rang S et manque de peu de voir son rêve s'envoler jusqu'à ce qu'une fille canon apparaisse soudainement et terrasse facilement le monstre. Alors que Bel la regarde, émerveillée, elle lui demande s'il va bien, ce qui lui fait réaliser qu'il vient de tomber amoureux au premier regard. Il court aussitôt voir sa conseillère, Aina, et lui demande qui est sa sauveuse, pour apprendre qu'il s'agit d'Aiz, membre de la famille du dieu Loki. Bel pense qu'il n'aura jamais une fille comme Aiz, mais quand Aina lui répond que toutes les filles aiment les hommes forts capables de les protéger, il décide de redoubler d'efforts pour la séduire. Plus tard dans la soirée, alors que Bel rentre chez lui dans sa maison délabrée, Estia lui saute dans les bras et s'assure rapidement qu'il n'est blessé nulle part. Elle lui montre alors les croquettes qu'elle a achetées avec ses maigres économies, et pendant qu'ils les mangent tous les deux, Estia dit qu'elle est heureuse qu'il soit le seul membre de sa famille pour l'instant, car cela leur permet de profiter ensemble de ces petits rendez-vous. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle vérifie ses statistiques, elle est choquée de voir qu'il a activé une compétence rare de type cheat appelée Realis Phrase, qui multipliera ses statistiques en fonction de l'intensité de ses émotions. Cependant, elle décide de garder cela secret pour lui, car elle pense que les autres dieux essaieront de l'exploiter s'ils l'apprennent un jour. À la place, elle fait la morale à Bel en lui disant qu'il devrait lui rester fidèle au lieu de fantasmer sur Aiz, car elle est jalouse qu'il ait monté de niveau grâce à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Bel se réveille avec Estia sur lui et manque de faire une crise cardiaque lorsqu'elle presse sa poitrine contre lui. Le puceau se lève rapidement avant qu'elle ne remarque son érection et se prépare pour le donjon. En chemin, il croise une serveuse du coin nommée Cyr qui lui offre de la nourriture gratuite et lui propose de venir dans son restaurant ce soir s'il veut aussi le dessert. Ce jour-là, dans le donjon, il affronte un groupe de monstres, mais parvient à tous les vaincre en imaginant Aiz comme sa future petite amie. Le soir, Bel apprend de la part d'Estia que ses statistiques ont énormément augmenté, alors il lui demande comment cela s'est produit. Cependant, elle s'enfuit en courant, furieuse, car elle est jalouse qu'il ait encore progressé grâce à Aiz et non grâce à elle. Plus tard, Bel se rend bien au restaurant de Cyr comme il l'avait promis. Il réalise rapidement que cet endroit fréquenté par des gens riches va complètement vider sa tirelire, mais cela ne l'empêche pas de commencer à manger. À ce moment-là, un groupe d'aventuriers entre dans le restaurant et Bel est choquée de voir Aiz parmi eux. Cyr révèle que c'est en fait la famille de la déesse Loki, des habitués de son restaurant. Bel réalise alors que s'il continue de venir ici, il aura bien plus d'occasions de revoir la belle Aiz. Cependant, Beth, un garçon loup arrogant de sa famille, demande soudainement à Aiz de raconter à tout le monde l'histoire du rat perdant qu'elle a sauvé du Minotaure il y a quelques jours, et Bel comprend qu'il parle de lui. Alors que tout le monde commence à rire, Reveria, la mère du groupe, lui rappelle que c'est de leur faute si le Minotaure s'est échappé du 17e étage. Mais Beth rétorque qu'il n'est pas faux d'appeler les déchets par ce qu'ils sont. En entendant ces mots, Bel s'enfuit alors du restaurant, les larmes aux yeux, tandis qu'Aiz, de son côté, l'observe attentivement de loin. Il se dirige ensuite vers le donjon et le transforme en abattoir, tout en se promettant qu'il rattrapera Aiz quoi qu'il arrive. Il rentre plus tard chez Estia complètement amoché et lui dit qu'il veut devenir plus fort rapidement, ce qui lui fait comprendre qu'il est vraiment déterminé. Plus tard, lorsque Estia vérifie à nouveau les statistiques de Bel, elle est surprise par la rapidité de ses progrès et comprend que ce sont ses sentiments envers Aiz qui déclenchent sa nouvelle compétence. Elle se demande aussi si elle doit en parler à Bel, mais abandonne l'idée afin de le protéger de ceux qui pourraient s'en prendre à lui s'ils apprenaient l'existence de sa compétence rare. Le lendemain matin, Estia parle à Bel de ses statistiques, mais garde sa compétence secrète avant de lui demander de ne plus jamais se surpasser comme la veille. Bel, qui est complètement fou de joie grâce à sa croissance fulgurante pendant la nuit, promet solennellement qu'il sera un gentil garçon et qu'il ne la laissera plus jamais seule. Cela rassure Estia, qui se lève rapidement et annonce à Bel qu'elle sera absente quelques jours pour assister à la réunion annuelle des dieux. Plus tard dans la journée, Bel se rend au restaurant de Cyr et s'excuse auprès de Mamma Mia, la propriétaire, d'être partie sans payer. Elle lui dit que s'il n'était pas revenu la payer aujourd'hui, elle l'aurait transformée en purée humaine. À ce moment-là, Cyr arrive et tend une autre boîte à déjeuner à Bel avant de lui souhaiter bonne chance pour son aventure du jour.
Alors qu'elle s'éloigne en rougissant, Mamma Mia se rend compte qu'elle a un faible pour Belle et le taquine à ce sujet avant de lui dire de partir en mission maintenant. Pendant ce temps, lors de la réunion des dieux, alors qu'Hestia vole de la nourriture du banquet parce qu'elle en a assez de survivre avec du pain rassis, la déesse de la beauté, Freya, s'approche d'elle. Alors qu'elles échangent des salutations, Loki les rejoint en courant et Hestia profite de l'occasion pour demander si Aiz sort actuellement avec quelqu'un. La question énerve Loki, qui dit que si quelqu'un osait s'approcher de son amour à sens unique, elle le découperait en cubes, et les deux commencent à se chamailler. À ce moment-là, Freya fait remarquer à quel point Loki est joli dans une robe féminine, mais Hestia répond qu'il ne sert à rien qu'elle essaie de ressembler à une fille, puisqu'elle n'a pas de melon. Cela pousse Loki à l'attraper par les joues et à la faire tourner sur elle-même, ce qui attire tout le monde autour pour admirer la poitrine rebondissante d'Hestia en plein mouvement. Après que Loki se soit lassé et l'ait laissé tomber, Hestia lui dit de ne plus jamais lui montrer sa vilaine platitude, pour se rendre compte qu'Héphaïstos, la déesse de la forge, se trouve juste derrière elle. Hestia se relève rapidement et dit à la rousse qu'elle est venue la voir, mais Héphaïstos devient méfiante et lui dit qu'elle ne lui prêtera pas un sou de plus, peu importe à quel point elle est fauchée. Hestia dit que même si c'était le cas autrefois, elle n'est plus seulement une déesse fauchée, mais une déesse fauchée avec une familia. La rousse demande aussitôt si elle parle de Belle, le garçon aux yeux rouges et aux cheveux blancs, et Hestia hoche la tête. À ce moment-là, Freya, qui tenait la chandelle depuis le début, prend congé, et Hestia se met immédiatement à genoux, suppliant Héphaïstos de fabriquer une arme pour Belle. Au même moment, Belle, qui regarde les équipements sophistiqués et les armes coûteuses des autres, rencontre Miak, un dieu mineur comme Hestia. Il demande à Miak pourquoi il n'a pas assisté à la réunion des dieux, ce à quoi il répond que c'est parce que sa familia est trop petite. À ce moment-là, il sort 2 fioles de potions et les donne à Belle, insistant pour qu'il les garde et, en échange, continue d'aider ses familiers. De retour dans le bureau d'Héphaïstos, Hestia reste agenouillée devant elle en la suppliant de lui fabriquer une arme, ce qui pousse la méchante à se demander pourquoi une déesse comme elle va aussi loin pour son familier. Hestia explique que Belle essaie de se transformer parce qu'il veut atteindre son nouvel objectif, alors si elle ne l'aide pas maintenant, il sera trop tard. Elle se traite aussi de sangsue parce qu'elle profite de la gentillesse de Belle sans rien lui donner en retour, ce qui fait sourire Héphaïstos. Touché par ce discours émouvant, Héphaïstos accepte de fabriquer une arme pour Belle et emmène Hestia dans son atelier, lui demandant de l'aider comme assistante. Le lendemain, une serveuse demande à Belle de bien vouloir rapporter le sac à main de cire, car elle l'a accidentellement oublié dans leur restaurant. La serveuse elfe, Ryu, explique qu'elle se trouve actuellement à l'événement Monsterphilia qui se déroule au pavillon, mais Belle ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Elle lui explique donc qu'il s'agit d'un événement de chasse aux monstres organisé par la famille du dieu Ganesha. Lors de cet événement, plusieurs aventuriers affrontent des monstres capturés dans le donjon et démontrent leur force. Pendant ce temps, Héphaïstos termine enfin de fabriquer un couteau élégant pour Belle, et Hestia est tellement heureuse qu'elle saute de joie. Après avoir attaché l'arme autour du torse de la tête en l'air et lui avoir dit de la remettre à Belle, Héphaïstos lui rappelle la grosse somme d'argent qu'elle lui doit désormais et la met en garde de ne pas l'oublier. Au même moment, près du pavillon, Loki demande à Freya pourquoi elle s'intéresse soudainement à cet événement et soupçonne que la demoiselle a trouvé un autre garçon innocent sur lequel fantasmer. Elle révèle que le garçon cette fois-ci n'est pas particulièrement remarquable en termes de compétences, mais il est si beau qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir le besoin de le dévorer. Juste à ce moment-là, Belle passe devant elle, et dès que Freya le voit, elle se lève immédiatement et prend congé. Tandis que Loki se demande si elle a encore oublié de prendre ses médicaments, Freya s'infiltre dans les cellules souterraines du pavillon et libère une bande de monstres. Pendant ce temps, Hestia retrouve Belle dans la foule et lui dit qu'elle voulait le voir parce qu'il lui a manqué. Belle rougit et lui avoue qu'elle lui a manqué aussi, mais Hestia lui attrape la main et l'entraîne vers un vendeur de crêpes, suggérant qu'ils aient un rendez-vous aujourd'hui. Il essaie de la repousser, mais elle n'accepte pas un refus, et quelques instants plus tard, les deux s'installent et savourent leurs crêpes ensemble. Hestia demande à Belle de goûter la sienne, mais il refuse timidement et lui propose plutôt une bouchée de la sienne. Lorsqu'elle croque dedans avec plaisir, un peu de chantilly reste collé sur sa joue et elle demande à Belle de l'enlever. Le puceau devient tout rouge mais le fait quand même, ce qui pousse Hestia à le taquiner sur son innocence. Plus tard, alors qu'il se dirige vers un autre vendeur ambulant, un énorme monstre ressemblant à un gorille s'échappe du pavillon et fonce droit sur Hestia. Belle lui attrape la main et l'entraîne vers une ville voisine, tout en lui demandant si elle sait pourquoi ce monstre essaie de la transformer en son déjeuner. À ce moment-là, alors qu'ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, le gorille surgit juste devant eux et tente d'attraper Hestia. Bien que Belle soit terrifié à cette vue, il se rend compte qu'il doit protéger cette fille pour tenir la promesse faite à son défunt grand-père, et il fonce sur le monstre avec sa lame. Malheureusement, la lame se brise en 1000 morceaux et Belle est violemment projetée contre un mur.
À ce moment-là, alors que le gorille s'approche de lui, Belle lance une lampe au visage du monstre et profite de cette occasion pour attraper Estia et s'enfuir à nouveau. En chemin, il se rend compte qu'il n'est pas assez fort pour la protéger, alors il la fait sortir de la ville et lui dit de s'enfuir pendant qu'il retient le gorille. Estia essaie de s'opposer à cela, mais Belle lui dit qu'il ne peut pas perdre sa famille une nouvelle fois avant de la laisser derrière lui. Au même moment, Ganesha apprend la disparition des monstres, et ses subordonnés l'informent que les gardes étaient sous l'emprise d'un sort lorsqu'ils les ont trouvés. Il leur ordonne rapidement de demander de l'aide à d'autres familles pour retrouver et capturer les monstres, expliquant que la sécurité des gens est plus importante que leur fierté en ce moment. D'un autre côté, alors que Belle affronte à nouveau le gorille et parvient tant bien que mal à esquiver ses attaques, son couteau se brise complètement, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Pendant ce temps, alors qu'Estia trébuche et tombe en quittant la ville, elle se rend compte qu'elle n'a toujours pas donné le nouveau couteau à Belle. Elle se souvient que Héphaïstos lui a expliqué que le couteau est vivant, grâce à l'enchantement magique gravé dessus, et qu'il s'activera dès que Belle le touchera. Au moment même où elle décide de retourner sur le champ de bataille, Belle se fait lui aussi rouer de coups par le monstre et est sur le point d'abandonner jusqu'à ce qu'il se rappelle du Minotaure d'autrefois. Alors qu'il parvient tant bien que mal à se relever, il souhaite pouvoir revoir Aïs une fois encore, même s'il sait qu'elle ne viendra pas le sauver cette fois-ci. Pendant ce temps, alors qu'Aina et ses amis bavardent à propos des monstres échappés, Aïs et Loki les surprennent et apprennent que Ganesha a demandé à tout le monde de participer à leur capture. Aïs se met aussitôt à leur chasse, tandis qu'Aina comprend enfin pourquoi Belle est aussi fou d'elle. Au même moment, alors que Belle fait mentalement ses adieux à Estia, celle-ci apparaît sur le champ de bataille et le fait se demander si elle a complètement perdu la tête. Le gorille la repère aussi et fonce rapidement sur elle, mais Belle la protège et tous deux trébuchent dans les parties plus profondes de la ville. Après s'être remis de leur chute, Belle demande à Estia pourquoi elle est là, ce à quoi elle répond qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Elle ajoute qu'elle veut le protéger tout comme lui veut la protéger, ce qui fait pleurer Belle en pensant qu'ils vont tous les deux finir en chair à pâté maintenant. Elle lui prend la main et lui dit de ne pas abandonner trop vite, mais son discours de motivation est interrompu lorsque le gorille les retrouve. Belle la prend rapidement dans ses bras et se met à courir, ce qui fait frissonner la folle d'amour d'être portée par son bien-aimé. À ce moment-là, Belle découvre une porte secrète dans un mur et s'y cache, profitant enfin d'un répit face au singe psychopathe. Il se tourne vers Estia et lui dit que le monstre est après elle, ce à quoi elle répond qu'au lieu de fuir, Belle devrait le vaincre. Il lui rappelle rapidement à quel point il est faible, mais elle insiste sur le fait qu'avec ses statistiques actuelles, il peut tout à fait le battre. Belle sort son épée brisée et explique qu'il ne peut même pas égratigner le monstre, encore moins le vaincre, ce qui pousse Estia à se demander quand il est devenu un pleurnichard aussi nul. Alors qu'il la regarde, choquée, elle lui tend le nouveau couteau et lui promet de l'aider à gagner ce combat, ce qui émeut Belle aux larmes. De retour en ville, Aïs apprend des gardes que même si elle a vaincu tous les petits monstres, leur grand chef, le gorille argenté, est toujours introuvable. Quelqu'un dit qu'on l'a vu poursuivre un petit garçon dans la ville voisine, mais qu'il n'a pas encore été retrouvé parce que la ville est un véritable labyrinthe. Alors qu'Aïs part rapidement à la recherche de ce monstre, le gorille en question commence à renifler pour localiser Estia et finit par repérer sa position. Au même moment, alors que Estia met à jour les statistiques de Belle et active le couteau avec son sang, elle se souvient qu'Héphaïstos lui a expliqué que puisque cette lame est vivante, elle deviendra de plus en plus puissante à mesure que son porteur le deviendra aussi. Alors qu'elle remercie mentalement l'autre déesse, elle constate que les statistiques de Belle ont de nouveau été multipliées. Mais avant qu'elle ne puisse se réjouir, le gorille escalade le mur et leur grogne dessus. Estia remarque que Belle est en train de se faire dessus à nouveau, alors elle le serre dans ses bras par derrière et lui demande de lui faire confiance lorsqu'elle lui dit qu'il peut vaincre le monstre. Le regard fonctionne, alors Belle s'élance rapidement et esquive l'attaque du gorille, mais ce dernier frappe le garçon avec ses chaînes. Belle utilise le couteau pour bloquer cette attaque et est surpris de voir à quel point il y parvient facilement. À ce moment-là, Estia commence à l'encourager et lui dit que le couteau n'est aussi puissant que celui qui le manie, ce qui signifie que Belle est incroyablement fort en ce moment. Alors qu'elle lui demande de faire confiance à sa force, il saute sur le gorille et brise son casque, libérant ainsi le psychopathe. Alors que le monstre fonce à nouveau sur lui, Belle esquive et utilise la corde à linge pour se transformer en lance-pierre et l'attaquer, le prenant par surprise. Alors que le gorille essaie de retrouver son équilibre en balançant son poing, Belle le poignarde à l'endroit où se trouve son noyau magique et en finit enfin avec lui. Lorsque le monstre se transforme en fumée et laisse derrière lui un cristal précieux, tous les habitants de la ville sortent de chez eux et acclament Belle. À ce moment-là, Estia saute dans ses bras et le remercie de l'avoir sauvée elle aussi, tandis qu'Aïs observe la scène de loin et adresse un sourire fier à Belle. D'un autre côté, alors qu'Estia continue de le regarder avec admiration, elle s'évanouit soudainement. Mais comme Belle ne comprend pas pourquoi, il se met à pleurer.
Ce soir-là, alors qu'il attend qu'elle se réveille près de la porte, Cyr vient le voir et s'excuse de lui avoir causé tout cela en oubliant son sac à main. Il lui dit que ce n'est pas de sa faute et qu'elle a déjà fait plus qu'assez pour l'aider en leur prêtant une chambre. Cependant, Cyr sourit et lui murmure qu'il l'a charmé par la façon dont il a vaincu ce monstre. Après qu'elle se soit enfuie en rougissant, Belle se demande si elle se moquait simplement de lui. Mais à ce moment-là, Estia se réveille et détourne son esprit. Il se précipite rapidement à ses côtés et lui dit qu'elle l'a inquiété en s'évanouissant soudainement, avant de révéler que tous les autres monstres ont aussi été éliminés par Aiz. Alors qu'elle fait la moue, jalouse, Belle sort le couteau et demande où elle a pu se procurer une arme forgée par Héphaïstos en personne. À cela, elle sourit et révèle qu'elle l'a fait fabriquer par elle-même parce qu'elle savait qu'il faisait du lèche-vitrine dans ses boutiques. Alors qu'elle est en train de lui expliquer que c'est parce qu'elle veut l'aider à devenir plus fort, Belle se met à fondre en larmes et la serre très fort dans ses bras. Au même moment, dans le donjon, un harceleur professionnel nommé Ged frappe sa supporteuse, Lily, en lui disant qu'il la donnera en pâture au monstre si elle ne lui obéit pas. Quelques jours plus tard, alors que Belle essaie d'obtenir la permission d'Aina pour visiter le 7e étage du donjon, elle lui dit que c'est impossible car il s'est récemment fait écraser au 5e étage par le Minotaure. Il argue qu'il est devenu plus fort depuis et se vante même d'avoir maintenant des statistiques de rang E, mais elle ne le croit pas jusqu'à ce qu'elle le voie de ses propres yeux. Elle trouve étrange la rapidité avec laquelle il monte de niveau et encore plus étrange qu'il fasse tout cela avec presque aucune armure. Elle lui demande donc de la retrouver le week-end suivant. Lorsque le week-end arrive, Aina retrouve Belle en tenue décontractée, ce qui fait rougir le garçon car elle est plus séduisante que jamais. Elle le remarque aussi et se demande s'il a quelque chose à dire, mais Belle ne fait que bafouiller qu'elle a l'air jeune. Cela l'énerve, alors elle l'attrape en clé de bras pour le punir, mais Belle profite plutôt de ses marshmallows. Elle l'emmène ensuite au centre commercial local où il découvre tout un tas de boutiques chics d'Héphaïstos. Cependant, comme les armes coûtent encore plus cher que tous ses organes réunis, Belle demande à Aina pourquoi elle l'a même amené ici. À ce moment-là, Estia sort d'une des boutiques et Belle apprend qu'elle travaille aussi ici à temps partiel. La déesse, quant à elle, dit à Aina de ne pas draguer son précieux garçon, ce à quoi Aina répond qu'elle n'est pas intéressée par les gamins, donc elle peut être rassurée. Plus tard, elle emmène Belle au dernier étage du centre commercial et lui révèle que, même si Héphaïstos est une marque très chic, ils vendent ici les armes créées par leurs jeunes artisans à des prix plus abordables. Belle est stupéfait d'apprendre cela et commence rapidement à explorer l'endroit jusqu'à ce qu'il trouve une armure qui attire son attention. Il découvre que celle-ci en particulier a été fabriquée par un artisan nommé Welf Krozo et devient fasciné par ce nom. À ce moment-là, Aina le retrouve et lui suggère que, s'il reprend ses expéditions dans le donjon dès demain, il devrait soit former un groupe, soit engager un soutien pour rendre ses explorations plus efficaces. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se disent au revoir, Aina lui offre une protection d'avant-bras et lui demande d'en faire bon usage. Lorsqu'il refuse d'accepter quelque chose d'aussi coûteux, elle insiste pour qu'il le prenne pour elle, car elle ne veut absolument pas qu'il finisse par mourir dans le donjon, comme beaucoup d'autres avant lui. Cela le touche, alors il l'accepte timidement et Aina s'en va après lui avoir tapoté le nez. Sur le chemin du retour, Belle croise Lily, la petite fille de tout à l'heure, et la sauve de Ged, qui l'attaque avec son épée. Après que son épée ait été bloquée par le couteau de Belle, il lui dit de se mêler de ses affaires, mais Ryu arrive et ordonne à Ged de ranger son arme. Il n'aime pas recevoir d'ordre d'une fille, alors il lui dit de se taire, mais Ryu impose son aura et le fait fuir comme un rat. Alors que Belle la remercie pour son aide, la jeune elfe lui dit de prendre soin de lui pour Cyr, ce qui le fait rougir. Il réalise alors que Lily s'est enfuie. Cependant, elle surprend toute la conversation depuis derrière un mur. Le lendemain, elle s'approche de Belle juste avant qu'il n'entre dans le donjon et lui propose de devenir sa soutien pour la journée. Lorsqu'il lui demande si elle est la fille d'hier, elle lui montre ses oreilles de chat et affirme qu'elle ne l'a jamais vue auparavant. Alors que Belle touche ses oreilles, pour se rafraîchir la mémoire, elle pousse des petits cris de joie et lui dit qu'il doit maintenant prendre ses responsabilités puisqu'il a touché son point sensible. Belle rougit jusqu'aux oreilles, mais accepte finalement de l'emmener comme soutien pour la journée. Plus tard, alors qu'ils entrent dans le donjon, Belle massacre facilement un groupe de monstres de niveau moyen, ce qui impressionne Lily, mais elle soupçonne aussi que c'est grâce à son couteau. Belle acquiesce, fidèle à lui-même, et révèle qu'il a reçu ce couteau en cadeau de sa déesse. Elle lui demande alors de retirer la gemme du dernier monstre qu'ils ont vaincu et lui tend un autre couteau pour le faire, tandis que Belle l'interroge sur son dieu et apprend qu'elle appartient à la famille Soma. Plus tard, Belle se rend au guilde et demande à Aina des informations sur cette famille, pour apprendre que cette famille vend de l'alcool et que ses membres semblent désespérés d'obtenir de l'argent pour une raison quelconque. Lorsqu'on l'interroge au sujet de Lily, Belle répond qu'il l'apprécie et exhibe la grosse somme d'argent qu'il a gagnée grâce à elle.
Au moment où il se retourne pour partir, Aina remarque que son couteau a disparu de son fourreau, ce qui le dévaste complètement. Pendant ce temps, Lily, qui a volé le couteau de Belle, l'apporte à un prêteur sur gage, mais elle se fâche lorsque l'acheteur le traite de vulgaire déchet et ne lui propose que quelques pièces en échange. Alors qu'elle quitte le magasin en colère, se demandant comment Belle a pu tuer autant de monstres avec cette dague, Ryu et Cyr passent à côté d'elle, et la jeune elfe remarque l'épée. Elle s'arrête et demande à Lily de lui montrer l'objet, mais lorsque celle-ci refuse, Ryu l'attaque avec une pièce de monnaie, ce qui fait tomber l'épée à Lily et la pousse à s'enfuir à toute vitesse. Lily percute Belle, qui cherche toujours son couteau juste devant la ruelle au moment même où Ryu les rejoint à l'extérieur. Belle demande rapidement aux filles si elles ont vu un couteau noir et il est presque transporté au paradis lorsque Ryu le lui tend. Les filles s'abstiennent de dénoncer Lily et la laissent avec un avertissement discret. D'un autre côté, dès qu'elles partent, Belle demande à Lily de devenir officiellement sa soutien lors de l'exploration du donjon prévue pour le lendemain. Le lendemain, Lily remercie Belle de l'avoir engagé et remarque qu'il ne porte plus le couteau dans son dos. Lorsqu'elle lui pose la question, Belle répond qu'il ne veut plus le perdre, alors il l'a attaché à la protection de son avant-bras à la place. Après la chasse, ils sont tous les deux stupéfaits d'apprendre qu'ils ont gagné 26 000 pièces d'or au total, et Lily est encore plus surprise lorsque Belle lui en remet la moitié sans dire un mot. Elle lui demande s'il ne veut pas en garder plus pour lui puisqu'il a fait la majeure partie du travail, mais Belle répond qu'elle l'a tout autant aidé et espère qu'ils pourront continuer ainsi. Au même moment, Aina remarque un autre membre de la famille, Soma, en train de se disputer au sujet de l'argent de la chasse et se demande ce qui les rend aussi avides d'argent. Pendant ce temps, la méchante Badi observe Belle à travers son miroir magique et choisit un livre dans sa collection, espérant que cela fera enfin ressortir le potentiel caché du garçon. Quelques nuits plus tard, Estia boit avec Miak et se plaint que des filles essaient sans cesse de lui voler son petit protégé. Miak lui rappelle que Belle n'est pas sa propriété, mais elle répond qu'elle l'aime et boit jusqu'à commencer à avoir des hallucinations. Le lendemain matin, elle se réveille avec la gueule de bois et traite Belle de sale petit tricheur quand il essaie de l'aider. Cependant, lorsqu'il l'invite à sortir, disant qu'il veut dépenser l'argent qu'il vient de gagner pour elle, la gueule de bois disparaît d'elle-même et elle lui dit de la retrouver le soir. Pour se préparer à voir Belle, elle se rend aux sources chaudes divines, où Déméter, une autre déesse superbe, la rejoint et remarque à quel point ses melons flottent sans effort. Estia se vante de se préparer pour son rendez-vous aujourd'hui, et Déméter ne peut s'empêcher de l'annoncer aux autres filles, toute surprise qu'une crevette aussi laide qu'elle est désormais un homme. La jeune fille révèle qu'il s'agit d'un garçon de sa famille, ce qui pousse Déméter à lui demander ce qu'elle aime chez lui, et Estia répond qu'elle aime tout. Plus tard dans la soirée, alors que Belle devient de plus en plus mal à l'aise entourée de couples amoureux, Estia arrive, le faisant rougir tant elle est séduisante. Cependant, avant qu'elle ne lui prenne la main, toutes les autres filles des sources chaudes la repoussent et entourent Belle, s'extasiant sur sa mignonnerie. Lorsque Déméter arrive et s'excuse de ne pas avoir pu les arrêter, un Belle épuisé tombe la tête la première sur ses genoux, ce qui pousse une Estia jalouse à l'attraper et à s'enfuir avec lui. Après avoir couru toute la journée, ils parviennent enfin à échapper aux autres filles à minuit, et Estia pleure parce que leur rendez-vous a été gâché. Cependant, Belle lui dit que ce n'est pas grave, car il s'est quand même amusé, et lui montre la magnifique vue sur le donjon. Alors qu'elle commence à en profiter, Belle lui propose de reprogrammer leur rendez-vous à un autre moment, ce qui fait sourire Estia et la pousse à s'appuyer contre son épaule, le faisant rougir. Au même moment, Lily se fait malmener par des aventuriers de sa famille qui lui volent tout son argent et la frappent. Après leur départ, elle reste allongée au sol et maudit son destin, disant qu'elle déteste tous les aventuriers et qu'elle a hâte de quitter cette ville. À ce moment-là, elle repense à Belle et à quel point il est stupide et elle ne peut s'empêcher d'être agacée contre lui. Le lendemain dans le donjon, alors que Belle affronte à nouveau des monstres de niveau intermédiaire, il est mis à terre par l'un d'eux, mais Lily le sauve en utilisant de la magie de feu. Il se relève rapidement et parvient à vaincre les autres avant de se tourner vers Lily pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Alors qu'elle dit que ce n'est pas grand-chose, Belle lui demande si elle peut utiliser la magie de feu, mais Lily révèle qu'elle a simplement utilisé une lame imprégnée de magie, ce qui l'inquiète car elle a utilisé un objet aussi coûteux pour sauver un type sans valeur comme lui. Plus tard, lorsque Belle partage sa nourriture avec elle et lui permet même de prendre un jour de congé à la dernière minute, Lily sent que sa haine envers les aventuriers devient à nouveau compliquée. Sur le chemin du retour du donjon, Belle s'arrête au restaurant pour rendre la boîte à déjeuner à Cyr et lui demande ce qu'elle fait pendant son temps libre. Elle lui dit qu'elle aime lire, mais après que Belle ait avoué ne pas être vraiment un rat de bibliothèque, elle lui montre le livre de magie qu'un de leurs clients a laissé derrière lui et lui suggère d'essayer de le lire pour changer. Dès que Belle rentre chez lui avec le livre, il s'installe rapidement et commence à lire, pour découvrir que la magie peut être soit innée, soit acquise. Comme la seconde option lui correspond mieux, il apprend que ce type de magie peut être éveillé lorsqu'une personne développe de forts sentiments de respect ou de désir envers la magie.
À ce moment-là, le livre lui demande d'imaginer quel type de magie il souhaite. Alors, il s'imagine une énorme boule de feu qui l'aidera à devenir un héros et enfin à séduire Aïs. Cependant, alors que quelque chose change en lui, Belle s'endort et ne se réveille que lorsque Estia rentre de son travail à temps partiel. Elle lui dit rapidement de s'allonger pour qu'elle puisse vérifier ses statistiques, mais elle manque de perdre la tête lorsqu'elle découvre de la magie de feu parmi ses nouvelles compétences. D'un autre côté, Belle est tellement excité qu'il manque de lui briser la colonne vertébrale, et plus tard, il se sent tout joyeux comme une petite fille en vérifiant lui-même sa nouvelle compétence. À ce moment-là, Estia lui explique que les compétences magiques s'accompagnent généralement d'incantations, mais comme la sienne n'en a pas, cela signifie qu'il n'en a pas besoin. Elle lui dit que c'est assez rare chez les utilisateurs de magie et lui demande de l'essayer dans les donjons le lendemain. Cependant, comme Belle est en pleine phase de rébellion, il va se faufiler dans le donjon, et ce, la nuit même. Une fois sur place, il trouve un monstre bas de gamme et l'utilise comme cobaye pour sa magie de boule de feu qui fonctionne à merveille. Cela excite tellement l'ancien loser qu'il devient complètement fou et transforme le donjon en barbecue géant. Cependant, cela épuise sa puissance magique, si bien qu'il s'évanouit au milieu du donjon. À ce moment-là, Riveria et Aïs rentrent de leur chasse au boss d'étage lorsqu'elles le trouvent allongé au milieu de nulle part, et Aïs le reconnaît comme le garçon qu'elle a sauvé du Minotaure. Elle dit à Riveria qu'elle veut se racheter auprès de lui pour avoir failli le faire mourir, alors la fille elfe la laisse derrière elle et quitte le donjon seule. Quelque temps plus tard, Belle reprend enfin connaissance et aperçoit une paire de seins dans son champ de vision, ce qui lui fait se demander s'il est sur les genoux de sa mère. Au moment où Aïs lui dit qu'elle n'est pas sa mère, il se rend compte qu'il est en train de toucher les cuisses de sa déesse autoproclamée et se transforme en boule de bowling pour s'échapper de la scène. Il rentre chez lui comme un froussard, ce qui pousse Estia à se demander si ce sont les effets secondaires de la lecture. Cependant, lorsqu'elle ramasse le livre qu'il a emprunté, elle se rend compte qu'il s'agit d'un grimoire et explique à Belle que ces livres disparaissent une fois qu'ils ont été lus. Belle révèle que puisqu'il l'a emprunté au restaurant, il devra les dédommager, mais Estia lui apprend qu'il ne pourrait pas le payer même s'il vendait son âme à Satan. Le pauvre gars se rend plus tard au pub et s'excuse auprès de Mamma Mia d'avoir abîmé quelque chose d'aussi précieux, mais cette dure à cuire jette simplement le livre à la poubelle en disant que c'est la faute de celui qui l'a laissé traîner. Pendant ce temps, Aina surprend Loki en train de supplier Riveria de lui acheter la bière de la famille Soma et lui propose de la lui acheter en échange de quelques informations sur eux. Loki révèle que les membres de cette famille ne vénèrent pas leur dieu, mais se prosternent plutôt devant la bière. Au même moment, alors que Belle arrive à l'endroit où il doit retrouver Lily, il découvre que quelqu'un s'en prend à elle. Cependant, lorsqu'il essaie de l'aider, Jed s'interpose et suggère qu'il fasse équipe pour voler tout l'or que Lily a caché. Belle repousse immédiatement cette incarnation de la cupidité et refuse pour se rendre compte que Lily se tient juste derrière lui. Cependant, lorsqu'elle lui demande de quoi il a parlé avec Jed, Belle ment en disant que ce n'était rien, ce qui la rend suspicieuse. Sur le chemin du donjon, Lily se remémore son passé tragique et comment elle est devenue orpheline du jour au lendemain après la mort de ses parents lors d'une de leurs chasses. Après cela, elle a été forcée de devenir une porteuse pour des brutes se faisant passer pour des aventuriers et a été à plusieurs reprises maltraitée et privée de paiement pour ses services. Même après avoir essayé de s'échapper, les brutes ont simplement étendu leurs abus à ses sauveurs jusqu'à ce qu'ils refusent eux aussi de la reconnaître. Pendant ce temps, Loki raccompagne Aina chez elle et lui donne plus de détails sur l'histoire de la bière, expliquant que la bière que la famille Soma vend sur le marché n'est pas la véritable. En réalité, ils gardent la vraie bière dans leur maison principale et l'offrent à celui qui rapporte le plus d'argent. Comme elle est très addictive, les membres de la famille continuent d'extorquer de l'argent aux plus faibles juste pour pouvoir en boire une gorgée. Ena trouve cela étrange mais remercie Loki pour l'information juste avant que cette dernière ne parte avec Aïs pour vérifier ses statistiques. Ce soir-là, Belle parle aussi de Lily à Estia et lui demande si elle acceptera de l'aider à échapper aux brutes qui lui font du mal. Cependant, Estia déduit que Lily est la personne suspecte qui non seulement se sert de lui pour échapper à ses harceleurs, mais lui a aussi volé son couteau. Elle lui dit de la surveiller à sa place, mais Belle lui répond que même si Lily n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être, il veut tout de même l'aider parce qu'elle lui rappelle en fait la personne qu'il était lui-même avant de la rencontrer et aussi, avouons-le, parce qu'il est un peu stupide. Le lendemain, Lily suggère à Belle de se rendre au 10e étage du donjon, mais il montre de l'hésitation et lui rappelle comment elle avait dû le sauver au 7e étage. En réponse, elle le couvre un peu de compliments et elle lui assure qu'elle est déjà allée au 11e étage, donc elle sait très bien qu'il peut facilement franchir le 10e maintenant. Dès qu'ils entrent, elle passe en mode lèche-botte et remercie Belle à plusieurs reprises de l'avoir engagée. Alors qu'il baisse sa garde, elle lui tend une nouvelle dague et lui dit d'utiliser celle-ci au 10e étage à la place de son couteau habituel, car elle est plus longue et mieux adaptée aux monstres plus grands.
Pour pouvoir la fixer à son bras, Belle est obligée de retirer sa dague d'origine et de la placer dans sa pochette de cuisse, exactement comme cette renarde rusée l'avait prévu. Au même moment, Aina tombe sur Aiz près du donjon et la remercie d'avoir sauvé Belle du Minotaure il y a quelques semaines. Dès qu'Aiz comprend de qui il est réellement question, elle lui demande si par hasard il aurait peur d'elle, mais Aina le nie aussitôt et lui affirme qu'en réalité, il veut absolument l'épouser. À ce moment-là, la bande de Jed passe près d'elle, et les filles surprennent leur plan visant à éliminer Belle pour prendre le contrôle de Lily et de son argent caché. De retour dans le donjon, Belle arrive enfin au 10e étage, mais alors qu'il admire les paysages pittoresques, un orc obèse apparaît devant lui. Son instinct lui dit qu'il ne peut pas encore le vaincre, mais Lily alimente ses illusions et lui affirme qu'il en est capable. Après avoir entendu cela, Belle fonce sur le monstre et parvient à l'immobiliser en lui tranchant les jambes avant de l'achever en poignardant son noyau. À ce moment-là, Lily annonce qu'un autre orc arrive, alors Belle utilise Firebolt pour s'en débarrasser avant de se retourner, tout excité, pour lui dire qu'il les a tous les deux vaincus. Cependant, au lieu de la trouver, il découvre au sol des objets spéciaux utilisés pour attirer les monstres. Alors qu'une bande d'orques s'approche de lui, Belle appelle anxieusement Lily, inquiet qu'elle ait pu être attaquée, mais il se fait lui-même éjecter. C'est alors que cette reine de l'audace décoche ses flèches sur Belle et vole la bourse dans laquelle il avait placé son couteau d'Héphaïstos, révélant enfin qu'elle a été une traîtresse depuis le début. Tandis que Belle ne cesse de l'appeler, s'interrogeant sur ce qui ne va soudainement plus chez elle, la jeune femme s'échappe vers le 9e étage, se remémorant qu'elle doit absolument vendre son couteau pour enfin pouvoir quitter la famille Soma. Cependant, le karma rattrape Lily sous la forme de Ged, qui la trouve alors qu'elle s'enfuit et la transforme en sac de frappe. Il rit et révèle qu'il savait qu'elle finirait par trahir Belle elle aussi, étant donné ses problèmes de confiance, et explique comment lui et ses acolytes l'avaient encerclée depuis le début. Il lui arrache rapidement sa cape, qui est remplie d'armes volées, y compris sa lame magique, et commence à sourire dès qu'elle se met à pleurer. C'est alors que ses sbires reviennent de leur mission de recherche indépendante, et il leur exhibe les armes, mais les sous-fifres lui demandent aussitôt de lâcher le butin. Au début, il ne comprend pas ce qui se passe, mais lorsqu'un d'eux lui lance un sac rempli de fourmis monstres mourantes, Jed réalise qu'il a été trahi. Le sous-fifre révèle que les fourmis mourantes émettent des signaux qui attirent les autres fourmis vers elles et lui suggèrent de fuir tant qu'il en est encore temps, au lieu de jouer les durs et de commencer un 3 contre 1. Jed abandonne son complexe de supériorité et s'enfuit pour sauver sa peau, mais il se fait tout de même attaquer par une fourmi en chemin. Avec seulement Lily laissée derrière, l'aventurier la menace avec une fourmi et lui ordonne de lui remettre les clés de tous ses trésors. Elle lui montre rapidement la clé, qu'il arrache de son cou avant de lui révéler toutes les fourmis qui l'encerclent. Lily proteste en disant qu'il avait promis d'épargner sa vie en échange de la clé, mais il lui rappelle qu'elle a affaire à un sale type à qui elle n'aurait jamais dû faire confiance. À ce moment-là, il la jette dans les bras des monstres et s'enfuit, tandis qu'elle se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter une vie aussi misérable. C'est alors qu'elle se rappelle ce qu'elle a fait à Belle et se demande si ce n'est pas un retour de karma immédiat. Cependant, juste avant qu'elle ne devienne le dîner des fourmis, le sort de boule de feu de Belle les grille toutes. Alors qu'elle se demande si ce n'est pas une illusion, Belle la protège et détruit quiconque tente de lui faire du mal, jusqu'à ce que tous les monstres soient réduits en cendres. Il se tourne alors vers elle et lui demande si elle va bien, mais l'ingrate se met à lui crier dessus et lui demande pourquoi diable il la sauve après ce qu'elle lui a fait. Sa crise de nerfs ne s'arrête pas là et elle avoue qu'elle ne lui a pas seulement volé son couteau, mais aussi les gemmes qu'ils avaient collectées. En plus de cela, elle a partagé leur argent selon un ratio de 60 sur 40 au lieu de 50 sur 50 et elle l'a même arnaqué lorsqu'il lui a demandé d'acheter quelque chose. Belle l'écoute calmement et dit qu'il la sauverait quand même malgré tout cela parce qu'elle est une fille, ce à quoi elle le traite de dragueur cultivé. Il sourit et reformule en disant qu'il l'a sauvée parce qu'elle est elle-même, ce qui la touche au point de la faire pleurer, alors elle le serre dans ses bras et fond en larmes. Ailleurs, Freya est heureuse que Belle continue de progresser de façon exponentielle, mais elle s'inquiète que son hésitation puisse être un obstacle. Pour remédier à cela, elle demande à son sbire, Otarl, de se rendre dans le donjon et de créer un adversaire digne de ce nom pour son jouet. Quelques jours plus tard, Belle se promène avec Lily et ne cesse de toucher ses oreilles de chat en chemin. Cela la fait rougir, alors elle lui demande d'arrêter et se demande s'il est vraiment d'accord pour devenir ami avec elle après ce qu'elle lui a fait. Belle lui répond que ça ne pose aucun problème et ils se dirigent tous les deux vers le manoir d'Estia. Une fois arrivés, Belle s'éclipse pour préparer du thé, mais précise qu'ils n'ont que 2 tasses. Les yeux d'Estia pétillent, et elle dit qu'elle n'a qu'à utiliser sa bouche comme tasse à thé, mais Belle prend ça à la légère et considère que c'est une blague. Une fois qu'ils quittent la pièce, Estia demande à Lily à quel point elle est sérieuse à ce sujet, mais Lily affirme qu'elle ne trahira plus jamais Belle car elle lui doit la vie.
Estia croit à sa promesse, mais révèle qu'elle déteste toujours Lily, quoi qu'elle dise, parce qu'elle a mis la vie de Belle en danger juste pour un peu plus d'argent. Alors que la moue de Lily s'accentue, Estia lui demande tout de même de veiller sur lui, expliquant que puisqu'il a déjà prouvé qu'il était le plus idiot des perdants, il a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui afin qu'il ne se fasse plus arnaquer. Juste au moment où Belle revient, Estia met en garde Lily contre toute tentative de draguer son homme et lui attrape le bras pour affirmer sa domination. Cependant, cela ne fait que motiver davantage Lily, qui enlève sans honte sa cape et saute sur lui à son tour. Alors que les deux filles s'engagent dans une guerre mentale pour savoir laquelle mérite le plus Belle, le garçon s'éclipse discrètement pour aller voir Aina à la guilde. Une fois sur place, il la découvre assise aux côtés de sa véritable déesse, Aiz, ce qui le fait commencer à complètement bugger. Mais juste avant qu'il ne s'enfuit cette fois, Aiz saute juste devant lui et son gâteau parvient à l'arrêter. N'ayant aucun moyen de s'échapper, Belle devient tout rouge et demande à Aina pourquoi elle est là, ce à quoi elle répond qu'Aiz veut lui parler. Alors que Belle pense qu'elle va lui proposer de l'épouser, Aiz lui tend le protège-avant-bras qu'il a perdu dans le donjon et lui révèle que c'est elle qui l'a sauvé des orques au 10e étage. Elle s'excuse également auprès de lui d'avoir laissé le Minotaure et ses coéquipiers l'insulter, mais Belle, embarrassée, dit que c'est lui qui devrait s'excuser d'être toujours une demoiselle en détresse. Plus tard, alors qu'il quitte la guilde, Aiz félicite Belle d'avoir atteint le 10e étage aussi rapidement, mais ce roi du manque de confiance en soi ne cesse de se dévaloriser en expliquant à quel point il est faible. Elle lui demande alors s'il a quelqu'un pour lui enseigner les arts martiaux, et lorsqu'il répond que non, elle lui propose de devenir sa mentor bénévole pendant une semaine. Le lendemain, alors qu'il se retrouve sur un pont gothique pour s'entraîner, Aiz demande à Belle s'il utilise des coups de pied et de poing dans ses combats en plus de son couteau, ce qu'il nie. À ce moment-là, elle prend son couteau en main et commence à faire une sorte de danse étrange, ce qui pousse Belle à se demander si elle n'est pas simplement une blonde écervelée. Cependant, elle lui donne soudainement un coup de pied sorti de nulle part et l'envoie valser, ce qui lui fait réaliser qu'il la sous-estimait. Une fois qu'il se relève, Aiz sort le fourreau de son épée et lui propose de s'entraîner en duel. Lorsque Belle sort son couteau en réponse, elle remarque la grimace sur son visage et lui dit qu'au fond de son cœur, il a peur de quelque chose, ce qui va nuire à ses performances. Belle se rend compte qu'il s'agit du Minotaure de ce jour-là, mais il essaie de l'ignorer et attaque Aiz à la place, seulement pour qu'elle pare chacune de ses attaques et le mette à genoux. Elle lui révèle alors qu'il n'a aucune technique spéciale, ni aucun tour dans sa manche, et lui demande s'il souhaite continuer à se battre. Belle se prépare, et cette fois, il tente de l'attaquer par surprise, mais Aiz lui donne un coup sur la tête et le fait s'évanouir. Au même moment, Otarl affronte un Minotaure assoiffé de sang dans le donjon, qui l'attaque furieusement, mais il brise son arme à main nue. Il lui tend alors l'une de ses propres lames et lui ordonne de se battre contre lui. Cependant, même après que le monstre ait utilisé toute sa colère et sa force pour vaincre Otarl, l'homme musclé reste indemne. Alors, forcément, ça met le Minotaure en colère. Il le plaque violemment contre le mur et tente de récupérer de l'aura en hurlant, mais Otarl lui brise une corne à main nue et lui dit de se relever pour se battre comme un homme, un vrai. Finalement, après des jours de combat, le Minotaure monte en niveau et parvient à briser l'épée d'Otarl, après quoi ce dernier estime que le monstre est prêt pour l'action. Pendant ce temps, Belle entre dans le 10e étage du donjon avec Lily qui s'inquiète de ses blessures et se demande pourquoi il a l'air aussi épuisé ces derniers temps. Il ne révèle pas ses séances d'entraînement secrètes avec Aiz et fait simplement semblant de rien jusqu'à ce qu'un groupe de monstres faméliques l'entoure et qu'il soit obligé d'arrêter de jouer les idiots. Tandis que Lily le soutient à distance grâce à ses compétences en tir à l'arc, Belle tranche les monstres avec son couteau et utilise même ses arts martiaux nouvellement appris sur certains d'entre eux. Dès que les petits monstres sont submergés, ils appellent leur grand-papa, les orques, et Lily demande à Belle s'ils doivent battre en retraite maintenant. Cependant, il refuse de reculer car il veut désespérément rattraper Aiz et il se lance sans peur à l'assaut. Le lendemain, Belle continue de se faire tatouer le visage par les coups de pied d'Aiz lors de leurs multiples séances d'entraînement. Et chaque fois qu'il s'évanouit, il se réveille la tête posée sur ses genoux, ce qui lui cause presque une crise cardiaque. Finalement, Aiz se lasse de son entêtement et demande à Belle pourquoi il s'efforce autant pour découvrir qu'il essaie désespérément de rattraper quelqu'un et qu'il pense que sa vie serait dénuée de sens s'il n'y parvenait pas. Aiz dit qu'elle comprend tout à fait ce sentiment. Elle lui conseille donc de s'entraîner à faire la sieste dès maintenant, car il devra le faire constamment dans le donjon. Alors qu'il se demande ce qu'elle veut dire par là, Aiz s'allonge à côté de lui et s'endort immédiatement, laissant Belle seule avec ses pensées envahissantes et une voix intérieure cultivée qui appartient à son grand-père. Ce dernier lui dit d'embrasser Aiz tout de suite car c'est la seule chance qu'il aura jamais, tandis que sa police morale intérieure lui dit de continuer à jouer les gentils garçons. Alors qu'il fixe les lèvres d'Aiz et lutte contre ses pensées, la voix cultivée est sur le point de l'emporter, jusqu'à ce que la jeune fille murmure quelque chose dans son sommeil et le fasse fuir.
Plus tard dans la soirée, elle l'emmène au marché local pour lui offrir de la nourriture de rue, mais Belle découvre alors Hestia en train de vendre à l'un des stands. La jeune fille s'accroche rapidement à Belle et, les larmes aux yeux, elle lui demande pourquoi diable il traîne avec sa pire ennemie. Puis, elle apprendra un peu plus tard qu'elle l'entraîne en fait jusqu'à sa prochaine expédition qui aura lieu dans seulement 2 jours. Hestia accepte cela d'une manière ou d'une autre, mais met en garde Aïs de ne pas utiliser ses charmes pour hypnotiser son homme. Cependant, la tête en l'air ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Quelques jours plus tard, Belle apprend qu'Aïs a atteint le niveau 6 toute seule, et qu'elle a même vaincu un boss de niveau 37 dans le donjon, ce qui déclenche chez lui un complexe d'infériorité en réalisant qu'il ne pourra jamais l'égaler. Alors qu'il rentre chez lui avec une grosse moue sur le visage, Cyr accourt vers lui et le serre dans ses bras, lui avouant qu'il lui a manqué, et Belle rougit, soulagée de voir qu'au moins ses petites admiratrices tiennent encore à lui. Cependant, elle le piège pour qu'il fasse une montagne de vaisselle à sa place, et le sentiment d'inutilité de Belle s'accentue. C'est à ce moment-là que Ryu se porte volontaire pour l'aider, et lorsqu'on l'interroge, elle révèle qu'elle aussi était autrefois une aventurière. Belle profite de l'occasion pour demander comment on peut monter de niveau dans le donjon, ce à quoi Ryu explique que la plupart des gens y parviennent après avoir vaincu un monstre puissant, tandis que d'autres y arrivent grâce à des capacités spéciales et des techniques puissantes. Cependant, la manière la plus sage de le faire est de former un groupe, car ainsi, les autres peuvent compenser vos erreurs et vous aider à progresser. Alors que ces deux-là continuent de discuter, Cyr écoute en cachette de l'extérieur et ressent de la jalousie en voyant que leur relation semble bien évoluer. Le lendemain, alors que Belle s'entraîne de nouveau avec Aïs, elle esquive son attaque et tente de lui donner un coup de poing dans le ventre. Cependant, il l'évite et se retire. Elle remarque que c'est la première fois qu'il contre ses attaques de cette manière et lui souhaite bonne chance pour ses futures entreprises. Alors qu'elle s'en va et que leur dernier jour d'entraînement touche à sa fin, Belle se rappelle que même s'il ne peut pas l'atteindre immédiatement, il doit continuer d'essayer. Plus tard, lorsqu'il rentre chez Hestia, elle se sent soulagée que sa rivale amoureuse soit enfin écartée. Cependant, sa plus grande préoccupation s'avère être les statistiques incroyablement élevées de Belle. Elle essaie de lui en parler, mais comme il est pressé, Belle quitte la maison pour le donjon, tandis que Hestia se demande ce qu'est donc la Realis phrase. Pendant ce temps, la famille Loki se prépare pour leur expédition avec un discours émouvant de leur chef qui leur dit qu'ils seront les premiers à atteindre le 59e étage du donjon une fois qu'ils reviendront de cette chasse. Au même moment, alors que Belle arrive dans le donjon, il a un étrange pressentiment face à l'ambiance vide de l'étage, ce qui lui rappelle le jour où il a été attaqué par le Minotaure. Lily a aussi l'impression que quelqu'un les observe, mais Belle est trop effrayée pour soupçonner une nouvelle attaque de Minotaure, jusqu'à ce que le monstre qu'Otarl a entraîné décide de faire ses débuts. Alors que Lily se fait littéralement dessus et suggère qu'il fuit, elle remarque que Belle est paralysée par la peur, ce qu'elle n'a jamais vu auparavant. Alors que le Minotaure fonce furieusement sur eux, Lily sauve Belle de justesse et se blesse en retour, ce qui finit par le réveiller. Il utilise rapidement des attaques consécutives de Firebolt sur le monstre mais se rend compte que sa peau est faite de fer. De son côté, le Minotaure profite de l'écran de fumée créé par la magie de Belle pour lui porter un coup surprise qui l'envoie valser. Au même moment, Reveria et Beth tombent sur des aventuriers blessés dans le donjon qui leur révèlent avoir été attaqués par un Minotaure. Leur chef demande si quelqu'un d'autre s'est opposé au monstre, et dès qu'il mentionne un garçon aux cheveux blancs, Aïs se précipite instantanément hors de la salle pour chercher Belle. Pendant ce temps, alors que le Minotaure continue d'enchaîner les coups, tout ce que Belle parvient à faire, c'est esquiver ses attaques, ce qui lui fait réaliser que même s'il s'est illusionné en croyant être devenu plus fort, rien n'a vraiment changé. À ce moment-là, Lily se réveille et le trouve en plein combat, mais Belle lui crie aussitôt de s'enfuir. Après un moment d'hésitation, elle finit par s'en aller, tandis que lui réalise qu'il ne peut absolument pas fuir, car le monstre les poursuivrait sans relâche et pourrait, malheureusement, tuer Lily. C'est à ce moment précis qu'il dégaine son épée et affronte la bête dans un combat singulier, jusqu'à ce qu'il soit pris dans l'une de ses attaques dévastatrices et se retrouve projeté au sol, comme une vulgaire loque inanimée. Alors qu'il lutte désespérément pour se relever, se demandant si c'est la fin de tout, Aïs apparaît soudainement devant lui, tout comme elle l'avait fait autrefois, et lui demande s'il va bien. Cependant, au lieu de se sentir reconnaissant, Belle se sent comme un bon à rien, qui a toujours besoin d'être sauvé, et dit à Aïs qu'il ne peut pas laisser une fille le sauver une fois de plus. Au moment où Beth arrive aussi sur le champ de bataille, Belle demande à Aïs de reculer, pendant qu'il ramasse son épée et s'avance vers le Minotaure, tandis que le monstre reste tranquillement à sa place comme un bon garçon. Dès que Belle fonce à nouveau sur la bête, Beth le reconnaît enfin comme le froussard d'autrefois et éclate de rire, disant que c'est logique qu'il ne veuille pas se ridiculiser devant Aïs une fois de plus.
L'un des autres membres de la famille se tourne vers la jeune fille et se demande s'il est vraiment raisonnable pour un aventurier de niveau 1 d'affronter un monstre de rang S, mais Hayes croit que Belle va gagner. À ce moment-là, Beth remarque à quel point Belle esquive facilement toutes les attaques du Minotaure, et les autres membres de la famille le comparent à Argono, un héros de leur livre d'histoire d'enfance. Pendant ce temps, voir Belle se battre aussi bien fait également jouir Freya, et elle dit qu'elle n'a jamais rien vu de mieux. De retour sur le champ de bataille, alors qu'il bloque les attaques du monstre avec ses 2 épées, l'une d'elles se brise. Cependant, Belle profite de cette occasion pour sauter en l'air et donner un coup de pied à son adversaire pour le faire tomber. Aussitôt que cela se produit, il utilise son épée magique pour poignarder l'avant-bras du Minotaure et lui briser le poignet. Lorsque le monstre se relève à nouveau, Belle s'empare de l'épée d'Otarl et lui tranche le ventre avant de se retirer rapidement. Alors que tout le monde regarde le taureau lui foncer dessus et s'attend à ce que ce soit son dernier jour sur Terre, Belle court également vers le taureau et lui brise l'autre corne avec la même épée. Il passe ensuite à sa lame magique et poignarde le taureau à l'endroit où il l'a entaillé au ventre quelques instants plus tôt avant d'utiliser Firebolt pour le griller de l'intérieur. Alors que tout le monde le regarde brûler la bête encore et encore, il n'arrive pas à croire qu'un gringalet comme lui ait vraiment gagné, jusqu'à ce que Belle le réduise enfin en cendres. Alors qu'il reste le dernier debout, Beth demande à Riveria de jeter un coup d'œil à ses statistiques maintenant que sa chemise a brûlé, et il est choqué d'apprendre qu'elles sont toutes classées S. Plus tard, alors que Belle se repose dans un lit d'hôpital, Estia est assise à ses côtés et l'embrasse sur le front, se rappelant leur première rencontre et ressentant de la fierté pour la personne qu'il est devenu. Quelques jours plus tard, Belle se rend à la guilde et annonce à Aina qu'il est désormais un aventurier de niveau 2, et elle est stupéfaite d'apprendre qu'il y est parvenu en moins de 2 mois. Plus tard dans la nuit, alors que Estia vérifie ses statistiques comme d'habitude, il est allongé avec la corne du Minotaure dans les mains et a l'impression que vaincre ce monstre n'était qu'un rêve fiévreux. À ce moment-là, Estia presse sa poitrine contre son dos et lui révèle qu'il a activé une compétence appelée Argono. Tandis que Belle ne peut s'empêcher de célébrer cela, elle le taquine sur son innocence, disant qu'il porte le nom d'un héros de son livre d'enfance, ce qui le fait rougir intensément. Plus tard, alors qu'il boude sur le canapé à cause de sa compétence inutile, Estia se prépare pour sa réunion divine mensuelle et révèle qu'elle découvrira aujourd'hui le nouveau titre de Belle, maintenant qu'il a monté de niveau. Plus tard, sur le chemin de la salle de réunion, Estia croise un autre dieu nommé Taka qui lui révèle que tous les dieux bavardent sur le fait que son familier a monté de niveau en moins de 2 mois, alors qu'il a fallu plus d'1 an même à Aiz, la princesse épéiste. Estia lui adresse un sourire narquois avant de demander des nouvelles de Yamato, son propre familier qui a aussi monté de niveau, et tous deux commencent à s'extasier sur leurs protégés respectifs. Pendant ce temps, alors que Belle est en train de passer la serpillière et qu'il rêve éveillé au super titre inspiré des Power Rangers qu'il pourrait bien obtenir, il aperçoit soudain son armure abandonnée et regrette profondément de devoir s'en séparer. C'est à ce moment précis qu'Estia revient et lui annonce que son titre est Petit Bleu, ce qui, avouons-le, lui paraît un peu décevant après toutes ses rêveries. Plus tard dans la soirée, alors qu'il boude à propos de son nom au restaurant avec Lily, Ryu et Cyr les rejoignent pour fêter l'événement et félicitent Belle pour sa montée de niveau. Cela attire l'attention de tous les autres aventuriers autour d'eux, qui n'en reviennent pas que quelqu'un puisse monter de niveau en si peu de temps. À ce moment-là, Ryu demande à Belle s'il compte descendre plus profondément dans le donjon et lui conseille de ne pas aller au-delà du 13e étage pour l'instant. Elle explique que c'est parce qu'à partir de cet étage, l'atmosphère change et le taux d'apparition des monstres augmente tellement qu'il est impossible pour quiconque de les affronter seul, peu importe leur puissance. Au moment même où elle lui suggère de réfléchir à former un groupe, un type moche et minable se lève et propose à Belle de rejoindre son équipe en échange de l'elfe canon et de Lily. Cela met Belle hors de lui, mais avant qu'il n'ait le temps de lui donner une leçon, Ryu ordonne à l'aventurier de reculer. Quand l'idiot prend sa menace à la légère, elle utilise un verre de bière pour lui briser le poignet et sort un couteau pour continuer à imposer son aura. Cela blesse son ego fragile, alors il essaie de l'attaquer, mais Mamma Mia frappe sur son comptoir et dit aux losers de quitter son restaurant s'ils veulent se battre. Le lendemain, Belle se rend à la boutique d'armure, mais il a du mal à trouver l'armure Welf Crozzo qu'il aime tant. Lorsqu'il se dirige vers le comptoir pour se renseigner, il découvre un type étrange juste à côté de lui qui s'avère être le fameux artisan en personne. Alors que Belle n'en revient pas de sa chance, Welf lui présente avec joie la toute nouvelle armure qu'il a créée et lui propose ensuite de conclure un contrat d'exclusivité avec lui. Belle demande ce que cela signifie, alors il lui explique qu'il préparera toutes ses armes et armures en échange de devenir membre de son groupe d'aventuriers. Quelques heures plus tard, le roux les accompagne, lui et Lily, jusqu'au 11e étage du donjon et remercie Belle de l'avoir accepté dans sa bande. Lily, quant à elle, agit comme une Karen jalouse et boude parce que Belle n'a pas demandé son approbation.
Welf, quant à lui, la trouve amusante et se demande ce qu'il devrait faire pour que Mademoiselle Crevette l'accepte, ce qui ne fait que l'agacer davantage. À ce moment-là, Belle mentionne qu'il aime vraiment l'armure qu'il fabrique, et Lily est choquée de découvrir que Welf appartient à la famille Crozzo. Elle jacasse sur le fait que cette famille appartenait autrefois aux artisans les plus puissants du monde, capables de fabriquer des épées magiques jusqu'au jour où ils ont été maudits et ont perdu leur talent. Welf rétorque que cela s'est produit il y a très longtemps, donc il ne devrait pas être défini par les traumatismes de sa famille. Cependant, leur discussion est interrompue lorsque des monstres commencent à surgir du sol. Welf esquisse un sourire en coin et dit qu'il va s'occuper des orques pendant que Belle s'occupe des petits monstres mal nourris, qu'il tranche assez facilement. La rousse l'observe également combattre et est stupéfaite de voir à quel point ses mouvements sont rapides. À ce moment-là, un monstre recouvert d'une carapace d'armadillo apparaît derrière Welf et Belle utilise sa magie Firebolt pour le fumer, pour se rendre compte que non seulement sa force physique, mais aussi sa magie sont devenues plus puissantes. Plus tard, alors que Lily ramasse les gemmes tombées, Welf remarque qu'une sorte d'éclat étrange brille autour de la main de Belle. Mais avant qu'il ne puisse deviner de quoi il s'agit, un autre groupe à proximité se fait attaquer par un dragon géant. Alors que ces types parviennent à s'échapper, le dragon se lance à la poursuite de Lily, qui comprend qu'elle est condamnée. À ce moment-là, Belle utilise Firebolt sur le monstre et transforme instantanément sa moitié supérieure en viande trop cuite, ce qui laisse tout le monde bouche bée. Lorsqu'il rentre plus tard à la maison, Estia lui explique qu'il s'agissait de la compétence Argono, qui se manifeste chaque fois que son porteur doit se sortir d'une situation difficile avec un minimum d'effort. Belle n'arrive pas à croire à quel point la chance lui sourit ces derniers temps, et Estia ajoute encore à sa surprise en lui révélant que Welf est en fait le seul membre de la lignée Crozzo qui soit capable de forger des armes magiques. Alors que Belle la regarde, stupéfait, Estia révèle que malgré cela, Welf refuse d'utiliser sa compétence pour fabriquer des armes magiques, raison pour laquelle il a été banni de sa famille. Le lendemain, Welf emmène Belle dans son atelier. Il remarque que Belle ne s'intéresse qu'à des épées de 3e ordre, ce qui le pousse à se demander pourquoi il ne lui a pas encore demandé de lui fabriquer une arme magique. Belle s'excuse pour la curiosité d'Estia et dit qu'il est satisfait de l'armure que Welf lui a donnée, ce à quoi Welf révèle qu'il voulait simplement tester si Belle deviendrait lui aussi avide après avoir appris son don. Il propose alors de fabriquer une arme personnalisée pour Belle en utilisant la corne de Minotaure qu'il transporte depuis un moment, et après des heures de travail acharné, il crée une dague de poche. Belle est stupéfait par sa beauté et remercie Welf. En échange, le roux lui demande de lui faire confiance malgré son passé douteux. Quelques jours plus tard, Belle exhibe sa nouvelle cape en cuir devant Estia alors qu'il part pour sa première mission au 13e étage, tandis qu'elle prie pour son retour sain et sauf. Plus tard, alors qu'elle se rend à son travail au centre commercial, elle croise Taka qui accompagne aussi ses familiers pour leur première mission au 13e étage. Bien qu'il soit surpris d'apprendre que Belle tente l'aventure si tôt, il rassure Estia en lui disant que tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est attendre son retour. Pendant ce temps-là, dans le donjon, alors que Belle et Welf viennent tout juste de vaincre un chien infernal ensemble, un autre fonce sur eux, mais Lily l'abat rapidement avec ses flèches. Cela alimente le complexe de supériorité du roux, mais alors qu'il affirme qu'ils vont facilement franchir cet étage aussi, Lily tombe sur un groupe de lapins aux yeux rouges et au pelage blanc et ne peut s'empêcher de taquiner Belle sur leur ressemblance avec lui. À ce moment-là, les monstres à l'apparence innocente sortent leurs haches et leur sautent dessus à leur tour. Pendant ce temps, Asphi, une vétérane redoutable, dit à son dieu Hermès que la plupart des gens en ville ne croient pas que Belle ait vaincu le Minotaure tout seul, et que certains soupçonnent même qu'il a triché et reçu de l'aide de la famille Loki. Hermès répond que les dieux ne sont pas assez stupides pour faire monter quelqu'un de niveau sur cette seule base, donc ils doivent voir par eux-mêmes si Belle surpassera Aïs ou non. Asphi demande pourquoi il s'intéresse soudainement à un inconnu, ce à quoi il se demande si elle est jalouse. Cependant, lorsqu'elle nie catégoriquement, il lui tapote la tête et la rassure en lui disant qu'elle reste sa préférée. De retour dans le donjon, l'équipe de Taka se fait malmener par un groupe de chiens de l'enfer alors qu'ils essaient de s'échapper dans l'espoir de sauver leur coéquipier blessé. Au même moment, l'équipe de Belle fait face à une horde de monstres lapins qui ne cesse d'augmenter, peu importe combien ils en éliminent. C'est alors que l'autre chef d'équipe, Uka, les remarque et dit à Yamato qu'il va foncer sur l'équipe de Belle pour que les chiens de l'enfer les attaquent à leur place. Yamato lui rappelle que ce serait un coup vraiment bas, mais Uka rétorque que sauver leur coéquipier est leur priorité absolue. Au moment où leur équipe dépasse celle de Belle, Lily comprend ce qu'ils ont fait et annonce qu'ils vont devoir fuir les lieux, sinon les chiens de l'enfer vont les faire cuire et les dévorer. Ils s'élancent rapidement vers le couloir le plus proche, poursuivis de près par les lapins et les chiens de l'enfer, et Belle se rend compte qu'ils ne pourront pas leur échapper. Il s'arrête en plein milieu et les repousse avec son Firebolt tout en ordonnant à ses coéquipiers de fuir pour sauver leur vie.
Cependant, les chiens de l'enfer survivent et chargent à nouveau vers eux. Belle réussit à en tuer 2, mais malheureusement, 2 autres passent par-dessus lui et s'en prennent à son équipe. Welf réussit à en vaincre un tout en se blessant au bras, et Belle sauve d'une manière ou d'une autre Lily de finir en dîner pour loup. Cependant, alors qu'il croit être sauvé, des monstres commencent à hurler de tous les côtés, et Lily se souvient de ce que Ryu leur avait dit à propos de ces donjons sadiques. Alors que des monstres les attaquent de tous les côtés, y compris depuis le plafond, Belle se rend compte que la grotte ne fait que les punir davantage, puisqu'ils sont déjà épuisés. À ce moment-là, le plafond s'effondre sur eux, brisant la jambe de Welf, tandis qu'un chien de l'enfer assoiffé de sang fixe Belle et lui souffle son souffle de feu. Les jours passent, et lorsque l'équipe de Belle ne revient pas, Estia se précipite à la guilde et demande à Aina de lancer une équipe de recherche pour le retrouver. À ce moment-là, Taka arrive avec ses 2 lâches et explique comment ses perdants sont responsables de ce qui est arrivé à Belle. Estia se réunit avec Héphaïstos et Miak dans son église et dit aux familiers de Taka que si Belle ne rentre pas chez lui, elle leur en voudra à jamais. Cependant, comme elle comprend pourquoi ils ont agi ainsi, elle ne les détestera pas. À ce moment-là, Hermès et Asfi entrent également, et le clown prétend qu'il est là pour aider sa meilleure amie, Estia, ce qui pousse Héphaïstos à se demander quand il l'a vue pour la dernière fois. Il l'ignore et dit que sa meilleure familière, Asfi, cherchera aussi Belle. Plus tard, il révèle à Asfi qu'il compte l'accompagner, même si les dieux ne sont pas autorisés à entrer dans les donjons, mais elle désapprouve totalement cette idée. Estia surprend leur conversation et décide elle aussi de se joindre à eux, et finalement, une équipe de recherche composée de ces 3-là, Uka et Yamato, se forme. De retour dans le donjon, il s'avère que Belle et son équipe ont survécu à l'incendie grâce à leur cape en cuir, mais ils ont fini par tomber au 11e étage après l'effondrement du plafond. Alors que Belle aide les 2 autres à marcher, ils arrivent à un autre coin sans issue et réalisent qu'ils sont piégés à cet étage. Welf pousse un soupir et demande à Belle de le laisser derrière si quelqu'un les attaque à nouveau, car avec sa jambe cassée, il n'est plus qu'un fardeau pour eux. C'est alors que Lily intervient et met enfin son cerveau criminel à profit en suggérant qu'au lieu de chercher une sortie, il devrait se diriger vers le 18e étage. Alors que les 2 autres se demandent si elle n'a pas perdu quelques neurones en tombant, elle explique que le 18e étage est une zone de repos où aucun monstre n'apparaît et propose d'utiliser les failles pour descendre plus profondément. Welf se demande ce qu'ils vont faire à propos du grand boss du 17e étage, mais Lily en déduit qu'il a dû être vaincu par la famille Loki lors de leur expédition en cours, et qu'il faudra un certain temps avant qu'il ne réapparaisse. Après avoir entendu tout cela, Belle décide qu'ils devraient suivre le conseil de Lily, et ils utilisent ensuite l'épée de Welf et des cordes pour descendre plus profondément dans le donjon jusqu'à atteindre le 17e étage. Une fois arrivée, Lily utilise un sac à odeur de sa vaste collection de biens volés pour éloigner les monstres. Pendant que les garçons se plaignent que cette odeur les enverra au paradis avant que les chiens de l'enfer ne le fassent, un monstre apparaît soudainement devant eux. Welf s'agenouille rapidement et utilise son sort magique pour retourner l'attaque de la bête contre elle-même, ce qui laisse les autres complètement ébahis devant lui. À ce moment-là, ils entendent un minotaure hurler tout près et Lily se tourne vers Belle avec effroi, révélant que leur sac à odeur n'a plus d'effet. Alors qu'un minotaure enragé fait enfin son apparition, Belle se transforme en une sorte de toupie tourbillonnante et utilise ses 2 lames, ses doubles lames, pour lacérer sa peau jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement en fumée. Il ramasse alors l'arme du minotaure et la renforce avec sa compétence Argono avant de l'abattre sur les autres minotaures et de les anéantir d'un seul coup, détruisant au passage l'architecture environnante. Au même moment, Hermès tente également de recruter Ryu dans leur équipe de recherche, ce qui pousse Freya à se demander ce qu'il est en train de manigancer. Pendant ce temps, Ryu et Asfi éliminent les monstres lapins et les chiens de l'enfer sur leur chemin vers le 13e étage, tandis que la famille de Taka les admire pour leurs compétences rares et leur incroyable prestance. Ils mènent ensuite l'équipe de recherche à l'endroit où la grotte s'est effondrée sur Belle et les autres, et Estia frôle la crise de nerfs en retrouvant son épée parmi les décombres. Cependant, Ryu grimpe dessus et découvre des pierres précieuses de l'autre côté, ce qui lui permet de déduire qu'ils ont affronté des monstres après avoir quitté cet endroit. C'est alors qu'Asfi utilise 100% de ses capacités intellectuelles et calcule que si les décombres ont scellé leur seule sortie du 13e étage, leur unique option aurait été de se diriger vers le 18e étage et de rejoindre la famille Loki qui doit être en train de revenir de son expédition. D'un autre côté, après que Welf et Lily aient vaincu les derniers petits monstres, ils s'effondrent tous les deux à force d'avoir trop utilisé la magie. N'ayant plus d'autre choix, Belle abandonne le sac de Lily et les porte tous les deux à travers tout le 17e étage jusqu'à ce qu'ils trouvent l'ouverture menant à la chambre du boss final. Pendant ce temps, Estia finit par demander à Hermès d'aller droit au but et d'expliquer pourquoi il essaie d'aider Belle. Il esquive d'abord sa question, mais finit par révéler que c'est parce qu'il est intéressé de savoir si Belle peut porter le fardeau de cette génération.
Au même moment, Bell entre sur le champ de bataille final et est soulagé de le trouver vide grâce à la famille Loki qui a vaincu le boss final, le Goliath. Il observe attentivement le couloir menant au 18e étage juste devant lui et se dit mentalement qu'il lui suffit de traverser cette pièce. Cependant, dès qu'il commence à courir, le mur scellant le Goliath commence à se fissurer et le boss final commence à réapparaître. Bell évite de justesse les débris du mur brisé lorsque le boss, semblable à un titan maxé, apparaît juste derrière lui. Il utilise sa dernière once de force pour le distancer alors que le boss tente de le balayer et grâce à l'armure scénaristique, il parvient de justesse à atteindre l'autre côté. Alors que le monstre frappe le couloir derrière lui, Bell tombe dans une fosse avec Lily et Welf et finit par atterrir sur un champ de fleurs avant de perdre connaissance. Il se réveille plus tard d'un cauchemar pour découvrir Aiz assise juste à côté de lui. Il lui demande pourquoi elle est là, alors elle explique que sa famille séjourne ici sur le chemin du retour de l'expédition. C'est alors que Bell se rappelle ses propres compagnons et demande où ils sont. Cependant, il trébuche et tombe sur la poitrine d'Aiz à la place. Cela le fait rougir intensément, alors il se retire aussitôt. Cependant, Aiz ne semble pas du tout s'en soucier. Elle révèle alors que Lily et Welf vont très bien eux aussi, puisque Reveria a soigné leurs blessures, et lui demande de la suivre pour rencontrer leur chef. Bell adopte immédiatement une attitude de mendiant et remercie le chef d'avoir aidé lui et ses amis. Cependant, l'autre homme est simplement amusé de voir comment Bell a réussi à atteindre le 18e étage dès son premier jour en tant qu'aventurier des étages intermédiaires. Il dit qu'ils sont les bienvenus en tant qu'invités de la famille Loki, car il souhaite entretenir de bonnes relations avec le futur mari d'Aiz. Alors que Bell quitte la tente du chef avec Aiz, il tombe sur deux méchantes Jarus qui commencent immédiatement à lui faire du charme, révélant qu'elles ont vu son combat contre le Minotaure et sont tombées amoureuses au premier regard. La plus jeune attrape le bras de Bell, mais il ne ressent pas grand-chose, car elle est plate comme une planche. L'autre le remarque aussitôt et exhibe alors sa généreuse poitrine juste devant lui, ce qui fait rougir le jeune homme timide comme jamais, c'est fou. Ensuite, Aiz lui fait visiter l'étage et Bell ne peut s'empêcher d'être fasciné en découvrant des forêts et de la lumière à l'intérieur du donjon. Aiz lui montre ce qu'on appelle le Paradis Resort et révèle que ce plafond de cristaux magiques est responsable de l'alternance du jour et de la nuit à cet étage du donjon. Cette nuit-là, Welf et Lily se réveillent enfin et sont choqués de constater qu'ils ne se sont pas fait réduire en bouillie sur le chemin jusqu'ici. Cependant, ils sont encore plus stupéfaits lorsqu'ils tombent sur Aiz et réalisent que c'est la princesse épéiste elle-même qui leur a sauvé la vie. Plus tard dans la soirée, alors que le groupe dîne avec toute la famille Loki, Aiz montre un fruit étrange à Bell et explique qu'il ne pousse que sur le 18e étage du donjon. Cependant, lorsque Bell le goûte, il le trouve trop sucré à son goût. Alors que Lily et Welf commencent à se chamailler pour savoir qui doit le goûter ensuite, les Guerrius de tout à l'heure se rassemblent à nouveau autour de Bell, lui demandant comment il a pu monter de niveau aussi vite, ce qui finit par rendre Aiz jalouse. À ce moment précis, Bell entend la voix d'Estia et court immédiatement vers l'entrée du 18e étage où la gourde maladroite dégringole depuis la chambre du Goliath. Dès qu'elle le voit, Estia se précipite dans ses bras et fond immédiatement en chaudes larmes, le grondant vertement d'avoir failli la rendre veuve. Bell lui murmure des excuses pour l'avoir inquiété, mais à ce moment-là, Lily gâche leur retrouvaille émouvante en tirant Estia à l'écart. Alors que Bell se relève, il est stupéfait de trouver Ryu parmi la foule et il rencontre enfin Hermès, qui prétend être venu le sauver par pure bonté de cœur. Plus tard, alors qu'ils retournent tous au campement, Yamato et Uka s'excusent de s'être comportés comme des salauds envers eux, mais Lily et Welf refusent d'accepter leurs excuses. Ils estiment qu'ils ont beaucoup trop d'audace de se présenter ici après leur avoir causé tout cela au départ. Mais Uka affirme que s'ils pouvaient revenir en arrière, ils prendraient exactement la même décision. Bien que cela énerve Welf, Bell ajoute que si lui ou Lily avaient été en danger, il aurait peut-être pris la même décision. Cela les calme tous les deux, alors ils acceptent de rester courtois les uns envers les autres, mais refusent toujours d'accepter leurs excuses. Une fois cela réglé, Asfi intervient et explique que, puisqu'ils sont encore trop faibles pour vaincre le Goliath, ils attendront que la famille Loki le batte en premier, puis ils les suivront jusqu'à la surface. Alors que la réunion se termine et que tout le monde quitte le camp, Estia arrête Welf et lui remet un cadeau qu'Héphaïstos lui a envoyé, ce qui le bouleverse visiblement. De son côté, Bell retourne sous le plafond de cristal et est rejoint par Aiz, qui lui dit qu'elle est là pour s'assurer qu'il va bien. Alors qu'elle se demande si elle le dérange, Bell rougit et s'exclame qu'il est l'homme le plus heureux du monde en ce moment, ce qui la fait sourire. Elle lui demande alors s'il aimerait visiter la ville humaine de cet étage avec elle le lendemain, et Bell répond aussitôt oui, heureux d'avoir enfin décroché un
rendez-vous avec elle. Cependant, Estia intervient à ce moment-là et traite Belle de tricheur avant de se tourner vers Aiz et de la mettre en garde contre toute tentative de lui voler Belle. Le lendemain matin, alors que tout le groupe part faire du tourisme, Belle porte aussi Estia sur ses épaules jusqu'à la falaise, et tous deux réalisent à quel point le monde est magnifique en découvrant un paysage rempli de cristaux. Plus tard, alors qu'ils visitent la ville artificielle, Belle tombe sur les aventuriers boiteux du restaurant de cire, qui essaient de jouer les durs avec lui mais perdent toute contenance en voyant Aiz. Après leur départ, Lily et Welf se rendent compte que les vendeurs les arnaquent et facturent des milliers pour quelque chose qui ne coûte que quelques pièces. Cependant, cela n'empêche pas Estia d'agir comme l'idiote écervelée qu'elle est, et elle finit par acheter un parfum en se disant qu'elle doit sentir bon au cas où Belle accepterait de dormir avec elle. Lily la traite carrément d'idiote pour avoir dépensé autant d'argent dans quelque chose d'inutile, mais Estia lui rétorque qu'elle se doit de maximiser son charme auprès de Belle, car il n'apprécierait sûrement pas une fille qui sentirait la sueur. Tu comprends ? Comme cette remarque met tout le monde mal à l'aise, y compris Aiz, l'une des sœurs Jerius leur suggère d'aller prendre un bain dans la rivière voisine afin de se nettoyer. C'est alors qu'Hermès attrape Belle et l'invite à participer à une mission ultra secrète. Même si Belle pense qu'il s'agira de politique de donjon, le type raffiné l'emmène en haut d'un arbre et lui montre la vue sur toutes les filles dans la rivière, sans leur armure scénaristique. Belle rougit et lui fait la morale sur l'immoralité de la situation, mais Hermès affirme que mater est la joie de la vie d'un homme, ce qui lui rappelle ce que son grand-père cultivé disait autrefois. Il s'en remet rapidement et essaie de ramener Hermès de force, mais trébuche et tombe directement dans la rivière. Les filles le remarquent aussitôt, mais personne ne semble dérangé par sa présence, et Estia lui propose même de se baigner avec elle. Alors que Belle rougit face à cette proposition, il entend la voix d'Aiz et ne peut s'empêcher de se retourner pour la voir debout, complètement nue. Cela fait monter sa tension d'un coup, alors il s'enfuit rapidement pour finalement se retrouver perdu au beau milieu de la forêt. En essayant de suivre le bruit de la rivière pour retrouver son chemin, il tombe sur Ryu qui se baigne dans un coin isolé de la rivière. Alors qu'il pense que c'est peut-être le jour de sa vie, l'elfe le repère et manque de lui faire sauter la tête, mais Belle s'agenouille alors rapidement et s'excuse platement. Plus tard, alors que les deux errent dans la forêt, Belle remercie Ryu d'être venu le chercher avec les autres, mais elle lui répond qu'elle serait de toute façon venue ici dans quelques jours. À ce moment-là, elle l'emmène vers un site funéraire orné d'anciennes armes et d'un drapeau et rend hommage avec un bouquet de fleurs. Belle demande ce qu'est cet endroit, pour apprendre qu'il s'agit du mémorial des anciens coéquipiers de Ryu, tous tués par une famille rivale. Comme si ce rebondissement ne suffisait pas, elle révèle en plus qu'elle est sur la liste noire de la guilde parce qu'elle a anéanti tous les membres de la famille rivale pour venger ses amis, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucune raison de vivre. C'est alors que Cyr l'a trouvée et que Mamma Mia lui a donné une nouvelle raison de continuer à vivre. Après avoir raconté son histoire tragique, elle remercie Belle de l'avoir écoutée et lui dit de ne pas faire confiance à quelqu'un d'aussi répugnant qu'elle. Cependant, Belle lui demande d'arrêter de se dénigrer, ce qui la touche profondément. Elle sourit alors et lui prend la main avant de lui rappeler qu'il est un humain gentil, digne d'être respecté par tous ceux qui l'entourent. Cette nuit-là, alors que l'aventurier perdant de tout à l'heure, nommé Mord, et ses acolytes discutent de la nécessité de donner une leçon à Belle avant qu'il ne devienne trop arrogant, quelqu'un s'approche d'eux avec un plan pour le faire tomber. Le lendemain matin, Betty est furieux que Belle ait pu voir les melons exposés d'Aiz avant lui. Mais les sœurs Jerius l'entraînent au loin, révélant qu'Asfi a finalement attrapé Hermès et lui a donné une raclée. À ce moment-là, Aiz s'approche de Belle et lui fait ses adieux, disant que même si son groupe part en premier, elle a hâte de le retrouver plus tard à la surface. Belle lui demande timidement de prendre soin d'elle, tandis qu'Estia les observe de loin et se demande pourquoi il est autant insimplé avec elle. À ce moment-là, un homme invisible la capture, et lorsque Belle revient au camp, il trouve une lettre du ravisseur à côté de son parfum. Alors qu'il court désespérément pour rejoindre le lieu de leur rendez-vous, Uka l'aperçoit sur son chemin et se demande ce qui ne va pas. Belle finit par se retrouver face à face avec Mort, toujours aussi effronté, qui le défie en duel singulier en échange d'Estia. Belle accepte et sort rapidement ses deux dagues, mais Mort frappe un cristal à proximité et remplit l'air de paillettes. Cela bloque la vision de Belle suffisamment longtemps pour que Mord disparaisse à nouveau et commence à le frapper jusqu'à ce qu'il tombe à genoux. Belle ne comprend pas ce qui se passe, mais continue de se faire battre par une force invisible, tandis que Hermès observe la scène de loin. Il s'avère que c'est lui qui a donné à Mord un objet magique lui permettant de devenir invisible, ce qui pousse Asfi à se demander s'il déteste vraiment Belle. Hermès soutient qu'il s'agit en réalité d'une forme d'amour dur, car il veut que Belle soit aussi confrontée à des crapules comme eux, afin que sa vision idéalisée du monde soit confrontée à la réalité. À ce moment-là, l'équipe d'Uka, accompagnée de Welf, arrive sur les lieux et affronte le reste des sbires de Mord.
Pendant ce temps, Lily retrouve Estia attachée à un arbre dans la forêt en suivant l'odeur de son affreux parfum. Au moment où elle la libère, Welf se fait attaquer sur le champ de bataille par un homme musclé et perd son cadeau d'Héphaïstos. Cependant, Ryu vient à son secours avant qu'il ne se fasse complètement massacrer et donne une leçon à ses petits voyous. Pendant ce temps, après que Belle ait reçu un dernier coup de poing, il commence à ressentir l'aura répugnante de mort et parvient à esquiver ses prochaines attaques. Même lorsque le perdant dégaine son épée, Belle l'esquive facilement et finit par lui donner un coup de pied dans son crâne vide, ce qui brise enfin son sort d'invisibilité. Au moment où Mort se relève et attaque Belle avec son épée brisée, Estia arrive sur les lieux et libère son aura divine, annonçant à tout le monde que la fête est terminée. Alors que Mord et ses acolytes prennent rapidement la fuite, elle saute dans les bras de Belle et l'étouffe avec sa poitrine. Au moment où il commence à rougir, Estia a les larmes aux yeux et s'excuse de lui avoir fait subir tout ça, mais Belle la serre dans ses bras en retour et lui dit que tout va bien. Cependant, leur bonheur est de courte durée, car le ciel devient soudainement gris et le Goliath du 17e étage fait irruption à travers le toit et se retrouve dans la forêt. Hermès suppose que c'est parce qu'ils ont, pour une raison ou une autre, provoqué la colère du donjon, tandis que Belle se précipite pour sauver les autres, mais il est arrêté par Ryu. Elle lui demande s'il est vraiment prêt à risquer ses amis pour sauver les autres, mais lorsque Lily et Welf hochent la tête, il répond que oui. La jeune elfe sourit et lui souhaite bonne chance avant de s'élancer sur le champ de bataille. Avant que Belle ne se lance à son tour avec ses compagnons, il confie Estia aux soins du soutien de la famille Taik, tandis que la déesse prie pour son retour sain et sauf. Pendant ce temps, Mord se retrouve encerclé par les monstres de niveau intermédiaire dans la forêt et commence à réciter ses dernières prières, jusqu'à ce que Belle le sauve d'un minotaure et que Lily l'entraîne en sécurité. D'un autre côté, tandis que le pseudo-titan hurle comme un drogué, Asfi court vers les marchands de la ville et leur demande de prêter toutes les armes qu'ils possèdent. Alors qu'ils se préparent tous à rejoindre la bataille, Ryu parvient à maîtriser le monstre et crée une ouverture pour que Yamato attaque. Cependant, lorsqu'elle découvre que sa lame n'affecte pas la peau épaisse de la créature, ils essaient tous de battre en retraite. Le monstre n'apprécie pas cela, alors il essaie de les éliminer avec son souffle de feu. Mais Welf utilise sa magie de renversement pour le devancer, pour se rendre compte rapidement que cela n'a pas fonctionné. Ryu sauve une fois de plus sa faible existence et fait équipe avec Asfi pour distraire le Goliath assez longtemps afin de permettre aux mages de préparer leur sort magique. Tous les autres personnages secondaires travaillent aussi avec eux. Cependant, personne ne parvient à immobiliser le monstre jusqu'à ce que Belle intervienne. Il utilise sa lame magique pour trancher les jambes du monstre, ce qui parvient à le maîtriser. À ce moment-là, les mages déchaînent un mélange de magie de feu, de glace et de foudre sur le Goliath, ce qui le brûle gravement et lui casse même la mâchoire. Mais alors qu'ils commencent à célébrer leur victoire, le monstre se relève et guérit instantanément toutes ses blessures. Avec sa mâchoire toute neuve et améliorée, il hurle encore plus fort et frappe le sol pour le briser, ce qui immobilise la plupart des aventuriers. Belle s'allie rapidement avec les deux principaux antagonistes et Ryu lui demande de bien vouloir retenir tous les petits monstres pendant qu'elles tenteront de maîtriser le Goliath une fois de plus. Il essaie de lui faire comprendre que son plan est complètement nul, mais Ryu explique qu'ils ne peuvent pas, à eux seuls, préparer une attaque aussi puissante que celle des autres mages. Cependant, lorsque Belle active soudainement à nouveau son sort Argono, l'elfe lui dit de porter le coup final au cœur du monstre. Sur ce, elle reporte son attention sur le Goliath et se transforme en capitaine Levi, tandis que Belle prépare lentement une forme extrêmement puissante du Firebolt. Lorsqu'il le lance enfin sur le monstre, celui-ci peine à s'en défendre et sa tête est soufflée. Cependant, il se régénère en quelques secondes et répond à Belle par une attaque presque fatale. À ce moment-là, Uka protège Belle avec son armure scénaristique, mais l'attaque est si puissante qu'ils sont tous les deux projetés au sol. Alors que l'équipe Taka tente de ranimer Uka avec leurs larmes, Estia arrive et dit à Ryu de retourner sur le champ de bataille. Lorsqu'elle hésite, Estia la rassure en lui disant que Belle reviendra d'entre les morts car lui seul a le pouvoir de vaincre le Goliath, ce qui l'aide à partir. À ce moment-là, Estia reporte son attention sur Belle et tente de le ranimer avec un discours émouvant sur le pouvoir de l'amitié. Cependant, lorsque cela ne fonctionne pas, Hermès intervient. Il lui récite les paroles de son grand-père sur le fait qu'un héros n'est pas celui qui guérit ou qui sort victorieux, mais celui qui sauve toutes les filles et qui a l'air le plus cool. Alors que ce sort ramène enfin Belle à la vie, Lily lui remet une arme puissante forgée par Héphaïstos, et il se ferait un chemin jusqu'au Goliath une fois de plus grâce à son aura. Cette fois, alors que Belle imprègne son arme du sort Argono au lieu d'un autre, Asfi utilise ses ailes magiques pour brûler les yeux du Goliath, tandis que Ryu le blesse avec sa magie du vent. Yamato se joint aussi à l'action et capture la bête dans son sort de gravité. Cependant, elle n'arrive pas à le retenir très longtemps, et le Goliath parvient à s'échapper.
C'est alors que Welf surgit tel un chevalier en armure étincelante, brandissant une épée magique qu'il a lui-même forgée, et il brûle la créature jusqu'à ce que son épée ne puisse plus tenir le coup. À ce moment-là, Bell a accumulé assez de magie dans son épée, alors il fonce sur l'ennemi et en élimine plus de la moitié d'un seul coup, pour se rendre compte qu'il se régénère à nouveau à partir de son noyau. Malgré tout cela, il refuse catégoriquement d'abandonner et se jette sur le monstre avec son épée magique, poignardant son cœur de cristal et le réduisant en 1000 morceaux, ce qui met enfin un terme définitif à ce terrible combat. Pendant que tout le monde acclame Bell, Uka, lui, revient à la vie, et Hermès, de son côté, perd sa dernière once de raison. Il crie sur le grand-père de Bell, qui s'avère être Zeus, et lui dit que son petit-fils est l'élu, le sauveur qui deviendra le plus fort de leur génération. Bell devrait-il choisir Aïs ou Hestia? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous pour plus de super résumés.